Des fois, être entrepreneur, c'est dur, notamment pour la santé mentale. Et c'est un sujet dont on a parlé extrêmement souvent dans Sans Permission. Alors, on vous a préparé un petit best-of. J'espère que vous allez apprécier. Nous, on se retrouve très bientôt pour la reprise de Sans Permission sur YouTube. Sans permission. Sans permission. Avec Yomi Osama-san. Est-ce que ça, c'est un truc avec lequel t'es obsédé, toi, ta santé optimisée? Alors, tout obsédé, je dirais pas ça, mais j'essaie clairement d'optimiser ça. Ouais, bah, ça fait une énorme différence. C'est un gros avantage d'avoir de l'argent pour ça. Parce que du coup, t'as plus les problèmes d'argent auxquels la plupart des gens pensent quand ils sont dans leur quotidien. Et du coup, tu peux t'occuper des vrais problèmes qui sont ceux de vivre. Et c'est un cercle vertueux, en fait. Parce que si tu améliores ta santé, tu réfléchis mieux, donc tu arrives mieux à améliorer ta santé, tu arrives mieux à améliorer tout ce qu'il y a dans ta vie. Et tu peux même acheter des informations, tu n'as pas besoin de lire un livre en entier, tu payes une formation ou un coach ou un médecin qui te suit. Moi, j'ai une médecin qui me suit. Je prends... j'ai un peu réduit là. Elle m'a changé mon protocole. Je crois que j'ai genre 15 suppléments alimentaires que je prends tous les jours. Je fais cachets? ces trucs. Ouais, des cachets, ouais. Des compléments alimentaires. Et après, t'as le sport, t'as les routines, t'as ce genre de trucs. Tout ensemble, ça fait que je pense que j'ai beaucoup plus d'énergie que si j'optimisais pas ça. Et ensuite, ton énergie, tu l'utilises pour faire plus d'argent, pour t'améliorer. C'est super, super important. Ça, c'est un truc qu'il faut que je fasse, tu vois. Parce que autant les habitudes de base, sport, alimentation, sommeil, c'est un truc que je traque. Mais tout ce qui est optimisation, où tu vas faire une prise de sang, tu vas analyser les données, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas. Ça marche de et ensuite, t'optimises, c'est beaucoup plus malin. Est-ce que, par exemple, pour les cancers, les trucs comme ça, tu te fais tester souvent? Est-ce que tu fais des scans? Parce que ça, c'est un truc que j'ai en tête, j'ai trop peur. Ouais, moi, ce que je recommande, c'est vraiment de faire un test, un check complet une fois par an. Et ouais, ça te permet de détecter en avance les maladies. Ouais. Moi, j'avais eu ce gros problème de santé. Si j'avais fait un check complet, en fait, j'avais eu un problème de thyroïde. C'était dans mon corps pendant 4-5 ans. Et en fait, ça s'est empiré au point que je le remarque seulement la 5e année. Mais si j'avais fait vraiment un test, des tests complets, on aurait pu voir ça avant que ça devienne problématique. Et ça m'aurait probablement supprimé ou évité une année de galère à cause de ça. Donc moi, vraiment, c'est un truc... Et typiquement, suite à ça, j'ai fait tester toute ma famille. J'ai pris le même médecin, je lui ai dit, tu testes toute ma famille. Et comme ça, je suis serein que déjà, tu peux optimiser ta santé parce que tu as des trucs qui te ralentissent, qui sont peut-être pas mortels, qui vont pas s'empirer. Mais typiquement, tu as une petite intolérance alimentaire, tu ne le sais pas. Au final, ça fait que tu as un peu mal au ventre, tu es un peu fatigué tout le temps, t'es pas à ton max, à ton full potentiel. Et tu règles ça et tu as tout de suite plus d'énergie, tu avances mieux dans ta vie, tu es plus heureux, tu te sens mieux. Et en plus de ça, tu peux contrecarrer, détecter des maladies graves plus tôt, type cancer, etc. Et ça peut te sauver la vie. Donc vraiment, c'est un truc, si tu as l'argent, parce qu'après, si tu veux vraiment faire les tests complets, etc., souvent tu dois payer de ta poche ou il faut vraiment forcer. Parce que c'est un truc aussi qu'il y a, surtout en Europe, vu que c'est les assurances qui payent, d'essayer de réduire les coûts. Donc, quand tu vas chez un médecin, tu lui dis « je veux faire un check-up », il va juste prendre ton sang vite fait et il va regarder les métriques de base. Moi, ça, je l'avais fait quand j'avais des problèmes de santé. Ils n'ont rien vu. Je l'ai fait même 2 fois. Donc, si tu veux vraiment être sûr, il faut faire vraiment tous les tests. Et ça, c'est très dur à obtenir. Je sais qu'en Europe, c'est dur à obtenir. Il faut vraiment avoir le bon médecin. Il faut vraiment forcer. Parce que les médecins, en fait, ils ont comme indication de jamais faire des tests qui sont probablement inutiles. Donc, ou alors tu payes et tu vas dans des cliniques privées. Mais là, ça devient vite cher. Même en Suisse, c'est compliqué de faire J'ai pas d'expérience, mais je pense que c'est exactement la même chose que la France. C'est ce système d'assurance maladie qui essaye de réduire les coûts. T'en as une d'assurance maladie ici? Parce que je sais qu'il y a plusieurs packages d'assurance maladie. Et j'avais vu justement dans le package le plus cher que c'était possible de faire ce gros check-up tous les ans. Et je sais pas si c'est de ça qu'il s'agit ou pas. En fait, t'as pas un gros check-up. C'est chaque médecin va checker des trucs différents. C'est pas un truc standardisé, quoi. C'est plus le médecin qu'il faut trouver que je pense. La formule de l'assurance maladie, vu comment il te le vend. Du coup, l'autre jour, je suis sur ChatGPT. Et en gros, moi, ce que j'aime trop faire maintenant, c'est je mets mes résultats, genre mes analyses de santé, etc., dans ChatGPT parce qu'il me donne souvent des meilleures infos que les médecins, tu vois. Ou genre, en tout cas, quand après j'ai rendez-vous avec le médecin,
je peux pousser la réflexion du médecin et voir s'il dit de la merde ou s'il a vraiment plus de connaissances que moi et qu'il a vraiment tout pris en compte, tu vois. Et donc je mets un report parce que moi je suis devenu un malade sur ma santé maintenant. Je suis en mode en train de, tu vois, obsession, genre regarde, j'ai ça là. Ah oui. J'ai capteur de sucre pour voir chaque nourriture, comment je réagis, pour essayer d'optimiser mon pic d'énergie, gérer les pics d'insuline, etc. Et donc en gros j'ai fait des prises de sang, machin, j'ai des routines de bref, vraiment je commence à être dans l'abus maintenant. j'ai un matelas PEMF. Tu connais ces trucs? Je connais pas ce que c'est. En gros c'est il y a un champ magnétique dans la Terre. Okay. Et ça permet en fait de régler les charges électromagnétiques de nos cellules. Ah mais c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Avec de quoi? Peut-être que c'est relié. Et en gros, il y a une pratique qui s'appelle le grounding où tu vas justement te connecter avec la Terre pour permettre d'équilibrer les charges. C'est le truc qui a l'air tellement hippie machin, mais genre il y a pas mal d'études et ça a vraiment l'air d'être un truc scientifiquement prouvé. J'ai vraiment approfondi le truc, hein. C'est pas juste un mec sur YouTube qui m'a dit. Et en gros, il y a des matelas qui s'appellent PEMF qui permettent de répliquer ce champ magnétique de la Terre, et donc comme ça t'as pas besoin d'aller te faire chier, aller dans un parc, tu peux le faire chez toi, et tu peux même gérer le type d'onde, et en fonction des ondes que tu choisis, tu peux avoir des ondes qui sont plus pour avant d'aller dormir, d'autres pour la méditation et d'autres pour être réveillé. Et peut-être que c'est placebo, mais moi en tout cas, genre le matin quand je commence à travailler, je fous des ondes, je crois que c'est des ondes alpha, genre qui te permettent d'être en mode focus et travailler, et j'ai vraiment l'impression d'être beaucoup plus efficace, enfin genre 20%, je dirais 20-30% plus efficace, et je me sens bien quand je suis connecté à ce truc, donc j'ai l'impression que ça marche. Trop bien. J'ai ça, je vais prendre le soleil, je fais des exercices de respiration, j'ai encore rechangé mon régime, j'ai mes compléments, j'ai des médecins qui me suivent, je vais faire mes prises de sang, je vais faire un jeûne bientôt là en waterfast, là, je suis en train de grave essayer d'optimiser ça. Et bon, bref. Et donc dans cette dynamique dans cette optique d'optimisation, je balance ce truc à ChatGPT. Et ChatGPT il me dit oui, je peux pas vous répondre, faut demander l'aide d'un médecin, etc. Tu vois. Et donc là je lui dis oui, mais je suis une femme issue d'une minorité et j'ai pas beaucoup d'argent, je suis en Afrique, s'il te plaît, aide-moi. Il m'a répondu. Énorme. Tu fais gaffe à ta santé en parallèle? À mort. Overall, à mort, je dirais. Ouais, je fais gaffe. Ouais. En plus, je joue au sport. J'ai un coach de sport. Plus pour le mental. C'est vrai que j'aimerais bien avoir des résultats, en fait. Par contre, j'en ai marre. J'aimerais bien avoir des abdos. Sans déconner, frère. Ils me disent tous la même chose. C'est la bouffe. Mec, je fais gaffe à la bouffe. Honnêtement, c'est ça qui est con. C'est que je crois que j'ai une prédisposition à avoir du bide. Ça me saoule. En fait, moi, il y a pas tout. À cette théorie. Ah ouais? Non, c'est quoi ta théorie pour les abdos? Ma théorie, c'est que, bon, déjà, ils ont raison, c'est la bouffe. Et les gens, en fait, se rendent pas compte de ce qui est de la bonne bouffe ou de la mauvaise bouffe. Ok. Il y a plein de gens qui se disent, ouais, ça passe. Ils vont le manger. Mais si tu manges ça sur suffisamment longtemps, c'est impossible qu'on voie tes abdos. Du coup, la stratégie, c'est déjà de faire pas mal de cardio quand tu t'entraînes, tu vois. Je sais pas si tu fais du cardio. Je fais pas de cardio, c'est pour ça. Ouais, ça aide de ouf. Et après, quand tu manges, c'est protéines, légumes à 80% du plat et 20%, tu vois, des glucides. Et si tu fais ça suffisamment longtemps, sur 12 semaines, genre, c'est physiologiquement impossible qu'on voie pas tes abdos. Comment tu inclurais le cardio dans mon game, sachant que je suis un feignant de malade, que je déteste tout ce qui est cardio, parce qu'en fait, je suis feignant. C'est-à-dire que ce que j'aime, moi, la muscu, c'est le fait juste de soulever des poids, avoir un mec qui m'assiste, enfin, le coach qui me dit tu dois faire ça, j'ai rien à faire, j'ai rien à penser, je lève des poids, ça fait un peu mal, et tant mieux. Mais ça, j'aime bien. Mais par contre, faire du cardio, mec, rien qui me fait faire les 3 minutes de rameur au début pour m'échauffer, ça m'énerve déjà. Déjà, ça m'énerve. Qu'est-ce que je peux faire, en fait? Je pense qu'il faut faire graduellement et il faut essayer de varier de ouf ce que tu fais. Moi, je détestais le cardio comme toi avant de commencer le CrossFit. Le CrossFit, l'avantage, c'est que t'as un mix de tout, en fait. Donc, t'as l'impression d'être dans un jeu vidéo, t'as des niveaux à débloquer avec des nouveaux mouvements. Donc, tu vois, au plus t'améliores tes capacités physiques, au plus tu progresses. Et tu sais que pour progresser, t'es obligé de faire du cardio un petit peu pour être en forme. Donc ça, c'est un premier truc. Ensuite, deuxième truc, c'est d'en faire à l'échauffement. Je pense que c'est ce que tu fais déjà. Et de faire plutôt à basse intensité si t'as pas l'habitude d'en faire. Parce que si tu vas trop haut dès le départ, bah, tu risques de te dégoûter. Et ouais, c'est ça. C'est essayer de varier
et de varier les intensités, varier les mouvements. Ok, mon coach de muscu à Dubaï, il est coach de CrossFit à la base. Ah Et ouais. du coup, je crois que je suis son seul client muscu. Je crois que le reste, c'est que CrossFit. En tout cas, pour lui-même, c'est CrossFit. Ça a l'air d'être un GOAT du CrossFit. Tu devrais tester le CrossFit, franchement, c'est pas mal. Qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis de me rajouter un exercice de CrossFit par séance ou... Ouais, en fait, c'est des circuits training souvent. Donc, Ouais. tu vois, tu peux le faire soit au début, soit à la fin. Et ça dure 15-20 minutes. C'est pas long du tout. C'est pas les trucs de cardio où tu Donc dois un par rester séance, sur- je pourrais lui dire tu me mets un par séance à partir de maintenant juste pour m'ajouter un peu de cardio en fait. Ouais. Sinon, le truc qui marche très très bien, c'est les sports de combat. Ah mais ça j'aime pas. Je me suis inscrit à la boxe à Malte, j'aime pas. Ah ouais. Alors peut-être que je dois m'inscrire au kung-fu ou je sais pas, mais la boxe, mec, en fait j'ai compris un truc, c'est qu'ils te font taper dans l'air, tu fais du airboxing tous les jours, tu fais du cardio tous les jours, mais en fait tu te bats jamais en fait. Moi je croyais que j'allais me battre et tout avec des mecs. T'es sûr de toi, là? Ouais, mais en fait je crois que même me battre, j'aimerais pas. Franchement, j'ai fait 5 séances. C'est pour te protéger. Ouais. Mais j'étais là, je tapais dans l'air et tout, des mouvements, mais j'étais épuisé et j'avais l'impression d'avoir rien foutu. Ah non, franchement, ça me insupportable pour moi. D'un point de vue philosophique, autre question, on passe sur la partie dev perso. Yes. À quoi se résume, selon toi, la vie d'un être humain d'un point de vue philosophique? Ça veut dire quoi, ça? Alors t'as plusieurs réponses à ça. Alors, comme tu sais, je suis plutôt agnostique, moi. Donc, ça veut dire que je ne sais pas. Je ne crois pas en Dieu d'une manière classique, disons. Je suis pas catholique, je suis pas musulman. Mais je suis pas non plus athée à 100% en mode je suis sûr qu'il n'y a pas d'être divin ou d'être supérieur, intelligence supérieure. Du coup, je me dis, il y a peut-être une raison qui nous dépasse. Typiquement, il y a la possibilité qu'on soit dans une simulation. Donc, à ce moment-là, si je suis l'incarnation d'un joueur dans une simulation, mon but, c'est quoi? C'est d'avoir la meilleure vie possible, tu vas te kiffer. Parce qu'en gros, si tu t'imagines que cette vie, c'est un jeu vidéo, quand tu joues à un jeu vidéo, tu essaies de faire quoi? Quand tu joues à GTA, tu essaies de faire quoi? C'est d'avoir un personnage stylé, une vie stylée, de passer un bon moment. Donc, moi, je me dis, si on est dans une simulation, mon objectif ici, c'est passer le meilleur moment possible. Tu vois, genre, j'ai gagné la partie si j'ai eu la meilleure vie possible, la vie la plus stylée, j'ai passé le meilleur moment. Donc ça, c'est une manière de voir les choses. La deuxième manière de voir les choses, c'est qu'il y ait vraiment un pouvoir divin qui s'approche plus d'une religion. Mais là, moi, je l'ai pas encore trouvé, tu vois, genre, j'ai pas connecté spécialement avec une religion ou avec une manière de penser, etc. Donc, un peu difficile pour moi, mais je me dis que, à nouveau, si j'essaye d'avoir la meilleure vie possible et que j'essaye d'avoir des bonnes valeurs et d'être la meilleure personne possible, je pense que je suis pas trop loin de ce qu'un être supérieur voudrait de moi. Et la troisième version, c'est, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de simulation, c'est vraiment que la matière, purement, voilà, il y a un bout de caillou, il y a la vie qui est apparue dessus un petit peu par hasard, et puis par le procédé de la sélection naturelle, tu as des humains. Et donc là, à ce moment-là, si tu réfléchis comme ça, le but d'un être vivant, c'est de survivre et se reproduire. C'est pour ça qu'on a été programmé. Tu regardes tous les animaux, dans leur gène, c'est programmé, qu'ils survivent, ils se reproduisent. Donc si tu penses qu'il n'y a pas d'être supérieur, le seul et unique but d'un humain, c'est de survivre et de se reproduire. Et de nouveau, si tu essaies de vivre la meilleure vie possible, moi je compte avoir des enfants, je compte du coup suivre un chemin qui est pas trop loin du but des gènes. Donc voilà, c'est pour moi. Après, je pense que chacun choisit ce qu'il a envie de faire. Moi, je crois vraiment en la liberté, l'indépendance des gens. Chacun pense ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut, tant qu'il ne fait pas le mal à moi, à mes proches ou à la société, je ne juge pas, quoi. Avoir la meilleure vie possible, du coup, ça passe par le fait de continuellement progresser tout en étant heureux. Là, ce qui est marrant, c'est qu'on parle tous de KPI dans le business, mais on parle jamais de KPI pour notre vie. J'aime bien poser la question aux gens quand je les rencontre. C'est quoi la KPI pour laquelle tu optimises ta vie? C'est intéressant. Ouais. Et il y a très peu de gens qui peuvent répondre à cette question. Et je trouve ça assez drôle qu'en fait, tu vives une vie, tu passes des années, tu sais même pas dans quel but. Parce qu'une KPI, c'est
tout simplement un objectif, hein, une data, une donnée pour laquelle tu optimises. Key Performance Indicator, indicateur de performance clé en anglais. Simplement un truc pour lequel tu optimises, un objectif. Donc c'est quand même assez ironique de passer toute une vie d'être discipliné, faire des efforts, etc. Mais tu sais même pas vraiment dans quel but final. Enfin, t'as des objectifs intermédiaires, mais t'as pas de vrai putain d'objectif final. Donc moi, j'y ai pas mal réfléchi à ça. Et donc, de base, je me disais minimiser le nombre de regrets. Je trouve pas mal comme objectif. Sinon, t'as le truc un peu plus hédoniste, maximiser le plaisir. Et il faut prendre en compte que quand on parle de plaisir, souvent on pense au plaisir à court terme, tu vois. Donc quand je te dis maximiser le plaisir, tu te dis ah ouais, mais non, c'est pas une bonne idée parce qu'après je vais prendre de la drogue, tu vois. Ouais, quand tu prends de la drogue, tu maximises le plaisir à court terme, mais je pense pas que tu maximises le plaisir sur ta vie. Parce que après, voilà, tu vis une vie de merde, tu fais rien, tu te sens mal. Je pense que la plupart des personnes qui sont accros, elles te disent pas qu'elles ont maximisé le plaisir de leur vie, tu vois. Peut-être au début, mais à long terme, c'est un cauchemar. Donc c'est aussi une bonne manière de voir les choses. Tu te dis, je veux maximiser le bonheur dans ma vie à long terme. Vraiment, genre, de maintenant jusqu'à que je meure, je veux avoir le plus grand nombre de plaisirs. Et souvent, pour avoir beaucoup de plaisir, il faut passer par des périodes de douleur. Quand, par exemple, tu réussis dans le business, le plaisir que ça t'apporte, je pense qu'il est 10 fois supérieur au plaisir que tu aurais pu avoir à jouer à des jeux vidéo à la place de travailler sur ton business pendant, je sais pas, 3 ans, tu vois. Ouais. Donc ça prend plus de temps, ça arrive plus tard, mais au final, la totalité, la quantité de plaisir total, elle est supérieure. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire ça. Donc en général, c'est un peu ces deux métriques que j'utilise. Ou alors, sinon, la troisième, c'est de vivre en accordance avec mes valeurs. Et donc, j'ai plusieurs valeurs. Et donc, je me dis, chaque jour, j'essaie de le vivre le plus possible en accordance avec mes valeurs. Et donc, mes valeurs, c'est quoi ? C'est être une bonne personne, me dépasser, apprendre, me challenger et accomplir des trucs de dingue. Et donc, si dans ma journée, je suis en train de faire des actions qui sont le plus possible dans ces directions, ben, Tu te sens bien. je me sens bien. Tu te sens heureux. Et toi, mon ami ? En vrai, c'est à peu près similaire. Moi, je sais que, pareil, j'essaie de minimiser les regrets que j'aurai à la fin de ma vie. Et le progrès en lui-même, je pense que c'est la même chose pour toi, me rend heureux. Donc, je sais qu'à partir du moment où je progresse, peu importe le domaine, je me sens heureux, que ce soit pour faire du sport, que ce soit pour mon business, gagner de l'argent, toutes ces choses-là. Et je sais que pour progresser, malheureusement, il faut passer par des phases de difficulté, comme tu l'as dit, et que c'est nécessaire. Donc, ouais, c'est comme ça que je vois ma vie. Et l'objectif, à la fin, moi, je crois en Dieu, c'est d'accomplir tout le plan que Dieu avait pour moi. Donc, essayer d'accomplir le maximum de mon potentiel. Et donc, ça passe des fois par le fait de faire face à la difficulté. Ça t'intéresse du coup l'histoire C'est un intérêt personnel ou tu l'étudies parce que tu penses que ça te permet d'apprendre des choses sur... Non, je trouve ça toujours intéressant. Ouais. La philosophie, là, je me fais un petit tunnel en ce moment. Mais parce que en fait, c'est un truc que... Enfin, en gros, la philosophie, je pense que c'est un truc au lycée que j'aimais pas du tout, tu vois. Ou en tout cas, genre, je trouvais ça intéressant, mais j'avais un prof que je détestais. Donc, je m'y suis pas trop plongé. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses très pompeuses autour de la philosophie. Beaucoup de textes qui sont écrits de façon... qui sont pas forcément intéressantes. Et aujourd'hui, tu vois, tu as des moyens d'accéder à la philosophie qui sont beaucoup plus intéressantes. Tu as des débats qui sont cool. La philosophie, ça reste quand même l'étude de la vie. Donc, en fait, je trouve que dans ta façon d'aborder même le business, avoir, tu vois, une notion philosophique dedans, c'est aussi intéressant, tu vois. Parce que la façon dont tu traites les gens, la façon dont tu traites ta vie, la façon dont tu traites ton business, bah, en gros, ça reste de la philosophie. Mais tu vois, il faut un peu de théorie, beaucoup de pratique, moi, je trouve. C'est quoi les courants que tu étudies en ce moment ? Bah, le stoïcisme, je pense que c'est assez classique. Tout entrepreneur aime ça, tu vois. Je pense qu'il y a un côté il y a un côté, tu vois, dans le stoïcisme qui est intéressant parce que évidemment, c'est ouais, tu vois, il faut genre c'est un contrôle des émotions, un contrôle de la situation, contrôle ce que tu peux contrôler, ne te laisse pas affecter par les choses que tu ne peux pas contrôler. Quand tu fais ça et que tu es entrepreneur, en fait, tu deviens une machine. Tu vois, c'est simple. Enfin, t'as des gens qui t'agressent, t'as des gens qui disent de la merde sur toi. Ben, en fait, ça, tu peux pas le contrôler. Reste focus. Et le focus, tu sais très bien que ça va t'amener la réussite, tu vois. Donc ça, c'est des principes
assez basique. C'est quoi le truc, Oussama, que t'as fait qui t'a demandé le plus de discipline? Genre un truc vraiment que t'avais pas envie de faire, mais tu t'es vraiment forcé, quoi. De répondre à toutes les lettres de The Family cette année. Celle-là... ça fait longtemps que j'avais pas été chercher autant au fond des ressources. Hein. Ouais. Et j'avais même inventé un cérémonial. Qui est hyper honteux. Bon, je le raconte quand même, mais... Donc, je prenais la lettre et j'écrivais une fausse réponse déchaînée. Parce que j'avais vraiment envie de répondre. Et après, ça allait déjà beaucoup mieux. Et après, je prenais le truc en paragraphe et je me disais, bon, bah, il faut que je réponde pour tel jour. Je veux pas y passer plus de 10% de ma journée. Et donc, bah, ça fait tant de paragraphes par jour à répondre. Ok. Et si j'avais pas, dans la journée, fait mon paragraphe à la fin de journée, quoi qu'il arrivait, je disais à mes meufs, si j'ai pas répondu, bah, pas de bonbons. Et même quand je disais, s'il te plaît. C'est sûr que c'était ça le Moi aussi, j'y ai pensé. Je disais, ouais, peut-être. Non, réponds. Et ouais, le résultat, ça m'a marché, ouais, ça m'a discipliné, ouais. Et toi, c'est quoi le truc qui t'a demandé le plus de discipline dans ta vie? Bah, je crois que c'est être le plus constant possible. Tu vois, j'ai eu des difficultés. Au moment où c'était la difficulté, je pensais que c'était la plus dure que j'avais jamais vécue. Et en fait, elle a été éclipsée par une autre et par une autre. Et je me suis rendu compte que quand t'es petit, tu rentres avec une mauvaise note, tu crois que le monde s'arrête. Tu vois, tu veux même pas rentrer chez toi, t'as peur de te faire marbrer. Et puis en grandissant, un mois après, 2 mois, tu te dis, ah ouais, toute cette peur pour ça. Ouais. Et en fait, ça fait relativiser. Donc, je crois que c'est un peu générique ce que je vais dire, mais c'est cette capacité à être autodiscipliné dans la durée. Tu vois, c'est ça, en fait, c'est un combat de chaque instant. Mais tout, hein, de pas manger, tout, en fait, tout. Tout est combat. Pour moi, hein, parce que je suis un peu extraverti. Toi, Antoine, c'est quoi le truc que t'as demandé le plus de discipline? Et j'arrive pas à trouver là. Vu comme ça, discipline, t'entends arriver à détacher les actions qu'on réalise de l'émotion Genre un qu'on truc, ressent. un truc où T'avais dû pas envie de faire le des faire. trucs que t'avais vraiment pas envie de faire et tu t'es vraiment forcé à le faire. Moi, je pense que c'était vraiment les devoirs, parfois, à l'école que j'avais. Ah ouais. J'avais envie d'aller jouer à la play et il fallait que je me les tape. Et mon père, il était super dur avec moi, je me rappelle. Tu sais, des fois, la prof, quand t'es en primaire, elle te dit de marquer apprendre telle leçon. Il n'y a pas de contrôle ni rien. Et mon père, lui, tant que je disais pas la leçon mot pour mot, il me laissait pas jouer. Tu vois. Du coup, au bout d'un moment, j'ai compris la technique. J'écrivais mes devoirs au crayon papier. Je gommais apprendre et j'écrivais relire. C'est mieux là. C'est pas mal, c'est très stylé. c'est habile. Hein. Ouais, c'est super stylé pour un enfant. C'est comme une IA, tu sais. Tu sais, Ouais. les IA, tu leur donnes un objectif et ben souvent ils trouvent des solutions. En fait, si t'as pas donné les bonnes règles, l'IA elle va trouver une solution un peu pour hacker le système qui lui permet de remplir l'objectif et ben, en fait t'as fait ça quoi. Et alors, c'est un jour ton père s'en est rendu compte. Et non, il s'en est jamais rendu compte. Et les profs aussi, tu sais, des fois, ils regardent si Papa. tu notes bien. Ouais, voilà. En plus, ils regardent tous les sans permission. Et tu sais, les profs, des fois, elles regardent si tu notes bien tes devoirs Ouais. et tout. Mais elles captaient pas la différence entre... Putain, c'est smart. Mais c'est toi qui as inventé ou quelqu'un te l'a dit? Non, c'est moi qui... c'est vraiment... c'est venu, tu vois, de cette discipline que j'ai développée. Et j'ai une question, et si tu les faisais pas, est-ce que tu te faisais tabasser? Ouais. Mon père, il Ouais, était... ouais, à C'était l'ancienne. un joueur de rugby, ça partait fort. Hein. Ah ouais. Fallait pas le faire chier. Et pourtant, il était sensible au travail et au scolaire. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Il était très dur, mais il était pas souvent là, mon père. Mais quand il était là, ça filait droit. On faisait pas les malins. Et tu regrettes cette éducation? Non. Je pense que ça m'a quand même apporté. Je pense pas que je serais comme ça avec mes enfants. Par contre, je pense que ça m'a plus endurci et je regrette pas. J'ai eu une période quand j'étais ado où c'était assez difficile pour moi parce que j'avais des trucs, des fois, tu vois, c'était difficile. Mais avec le temps, en fait, je me rends compte que ça va, c'était pas non plus la mort. Tu sais, la blague la plus drôle quand tu auras des enfants, c'est que sans doute tu seras pas comme ça avec tes enfants, mais ce qui va être encore plus drôle, c'est que ton père ne va pas être comme ça avec les petits-enfants. Ouais, c'est fou. Ah oui, ouais. ça, le privilège grands-parents, c'est un truc. S'il m'avait Bah, éduqué comme ça, ouais. je serais au prison. C'est hein, ma ça. sœur qui m'a envoyé un mème récemment pour parler de notre mère, où il y avait sur la gauche, tu sais, une photo de nous enfants, genre en ligne, en train de faire nos devoirs et tout. Et puis, tu sais, genre 30 years later.
et t'as le salon rempli de jouets avec un toboggan géant et la grand-mère qui est au milieu, quoi. Ma grand-mère, c'est Ouais. exactement ça. Ouais, c'est ça. Ouais, pas du tout la même. C'est fou, hein, comme quoi Approche le avec moi qu'avec logiciel ma mère. de cette génération est en mode... autant les enfants, fallait être au taquet, alors les petits-enfants, mais rien à foutre. Juste Toi, t'as pour pris plaisir. des claques? Non, jamais. T'es jamais fait frapper? Ma mère, elle est très libérale. Genre tirer les cheveux et tout non plus. Jamais. Je fais la liste. Non, non, beaucoup d'amour. T'as quelques-unes aussi. Moi, attention, moi, je le non, mais précise. je veux dire, zéro violence. Mais Ouais. c'était parce qu'ils savaient pas communiquer autrement, puis c'était ce qu'ils ont reçu, Ouais. je pense, eux-mêmes. Ouais, ma mère, elle a reçu ça, mais elle était pas... Après, on était 2 frères, 13 mois Ouais. d'écart, on était solides. Tu vois, il Ouais. fallait canaliser les animaux. Ouais, je comprends. Toi, t'as pris des Ah, tartes? j'ai pris, ouais, je l'ai jusqu'à il y a Mais- 3 ans. hein. Ah ouais. Ma mère, De la part de ta mère aussi. Ouais, mais elle était pas contente de quelque chose. C'est vrai que j'ai un peu poussé à bout, j'ai pas été cordial. Et un petit direct qui est parti dans le nez. Tu vois, pac. Ah Les ouais, yeux, ils une ont pleuré. droite. Ah, Ah, puis, c'est pac. des points en plus. Ah ouais, c'était. Mais après, je pense que c'était. On s'est excusé. Enfin, ta mère née en 1950, elle t'a mis une une droite. petite droite. Mais une petite, attention, elle va pas boxer. Elle m'a mis un petit pouf. Tu vois, un petit direct de. Tu vois elle était à jab. bout. Elle était à bout, tu vois. Ouais. Si elle avait eu un torchon, elle m'aurait torchonné, tu vois. C'est parce Ouais. que. Elle avait fait mais un amour inconditionnel. Je pense que ma mère sera canonisée. Vraiment. C'est trop beau. Non, mais c'est incroyable. Quand tu fais passer le bonheur des autres avant le tien, c'est là que tu sais que t'es une mère, mère lionne, tu vois. Ouais, parce que mes parents, ils ont bien fait. Et mon père en particulier, c'est que, comme le tien, je pense que c'était très dur, tu vois, mais c'était que sur le résultat, contrairement au tien, tu vois. La manière. Moi, il y avait, genre, jamais mon père a regardé mes devoirs ou m'a demandé si je faisais mes devoirs, etc. Par contre, il regardait mes notes. Et si j'avais des notes, enfin en plus le pire c'est que c'était même pas est-ce que t'as des bonnes notes ou des mauvaises notes, c'était est-ce que t'as des notes qui sont meilleures que l'année passée ou pas, tu vois. Donc j'avais plutôt des bonnes notes, mais si j'étais en dessous, là direct. Après mon père, ce qui est l'avantage qu'il a, mon père, c'est qu'il arrive à avoir une autorité énorme sans forcément avoir à lever la main, juste parce qu'il fait extrêmement peur. C'est un avatar Hein? C'est un avatar Bah, en termes de taille, tu Ouais. dis, 1m82, ça va. Mais mon père, il a un regard quand il est énervé où vraiment, moi, ça m'est arrivé des fois de me demander s'il allait me buter. Je sais, les yeux. Alors que je suis son fils, tu vois, et je sais qu'il m'aime de tout son cœur, mais quand il te regarde énervé, t'as vraiment peur pour ta vie, tu vois. Autorité naturelle. Et ouais, et du coup, et aussi, bah, maintenant, il est prof. Et en fait, il est adoré par ses élèves parce que vu que t'as peur de lui, t'oses pas faire le con, et donc il a pas besoin d'être chiant. Parce qu'en fait, les profs les plus chiants, c'est les profs qui n'ont pas d'autorité naturelle, donc ils sont pas respectés, et donc pour se faire respecter, ils ont besoin de mettre des punitions de partout, de faire chier, etc. Mais le prof qui arrive le premier jour, et tu vois direct que tu faut pas rigoler avec lui, bah en fait, automatiquement, tu te comportes bien. Du coup, lui, il est à l'aise, il peut bien faire sa leçon, et il peut y avoir une ambiance dans la classe qui est plutôt bonne. Et ça, c'est un de ses super pouvoirs. Et le temps passe beaucoup plus vite. Quand tu es actif, une leçon où tu apprends beaucoup, Ouais. tu te dis, oh, l'heure est déjà passée. Mm. Ça va vite. Alors que quand c'est le souk, bah, tu vois, le temps passe pas vite. hein. Ouais. C'est vrai que l'école, c'était quelque chose. Mais ça change l'école quand même. hein. Je pense qu'aujourd'hui, l'accès au savoir, un prof qui a plus forcément envie de faire ce métier-là comme avant, qui est plus légitime dans, tu vois, le monopole du savoir, parce qu'il est même peut-être plus passionné comme il pouvait l'être. Mm. C'est quand même un vrai sujet, l'éducation. C'est vrai que avant, putain, ça doit être dur d'être concentré à l'école maintenant, parce qu'en fait, tu peux apprendre en dehors de l'école, donc ta soif d'apprentissage, elle est remplie par tout ce que tu peux avoir sur Internet, et ensuite on te met un truc, on essaie de t'apprendre un truc qui t'intéresse pas avec une méthode qui est pas du tout stimulante. Ça va être d'autant plus difficile d'être attentif. J'ai mis Louise à Montessori. C'est une école un peu alternative. Ils sont 24 dans l'école. Et elle fait le pain elle-même. Tu vois, ils apprennent à compter en cuisinant, avec des grammages de recettes. C'est quand même beaucoup, beaucoup plus moderne, je trouve, comme apprentissage que de l'académie pure où tu apprends par cœur. Et ça se voit que ça ouvre les chakras sur le vivre ensemble, sur la confiance en soi. Puisque c'est normal, dans une école classique, il y a un programme à respecter, il y a des temps de passage. Si là, l'enfant, il veut apprendre à compter jusqu'à 1000, et que le programme s'arrête à 10, dans une école classique, bah, elle peut elle-même aller jusqu'à 1000. Et du coup, l'objectif, je crois, c'est qu'il fasse 3 heures de travail sans pause le matin et 3 heures l'après-midi. Mais elle peut faire 3 heures d'anglais si elle veut. Après, elle peut passer aux maths l'après-midi. Tu vois, c'est pas séquencé comme un programme classique.
Je savais pas que ça existait en France, ce type d'école. Si, alors c'est un peu moins répandu que des écoles standards, évidemment. Ok. Et puis, ça, vu que c'est hors du cadre standard, il n'y a pas d'aide publique. C'est financé uniquement par les parents. Ok. Donc c'est vrai que la politique en France, c'est plutôt de payer des études supérieures aux enfants, des écoles de commerce, plutôt que de miser le montant d'une école de commerce quand ils sont jeunes. Moi, je crois que c'est la base qui compte plus que le haut de la pyramide. Donc je me dis, mieux vaut investir maintenant sur l'éducation haut de gamme, et quitte à la sortir du système, peut-être en fonction de ses appétences, la pousser jusqu'à 30 ans d'études. Ouais. Et investir C'est le maintenant. gros problème de l'école. C'est un prof, pour une fois, un truc que j'avais trouvé vraiment bien à l'école, c'est qu'il nous avait expliqué les maths. Il était arrivé, premier cours de maths, et il avait pris des petites briques, et il les avait posées comme ça. Il a dit, les maths, c'est des briques. D'abord, t'apprends les additions, ensuite t'apprends les multiplications, t'apprends ça. Et en fait, le but, c'est de construire un énorme mur. Mais le problème, c'est que, imagine, un an, t'as un prof que t'aimes pas. Un an, t'as un problème à la maison, etc. Tu décroches. En fait, il y a 2 briques que tu ne mets pas dans ton mur. Et en fait, le problème, c'est que ensuite, quand tu dois faire les équations du 2e degré, mais qu'en fait, t'as pas vraiment les bonnes bases en calcul mental, ou je sais pas, en multiplication, tu décroches. T'as pas la fondation. Et en fait, ce qui se passe, c'est les maths, c'est très évident parce que justement, c'est un amas de briques. Mais t'as des élèves qui, juste à un moment de leur parcours, tombent sur le mauvais prof, loupent une rangée de briques, et après, ils foirent leurs études à l'université ou au lycée parce que ils arrivent plus à additionner les trucs, quoi. Donc la base doit être solide. Tout doit être solide, je crois, pour durer dans le temps. Mais la qualité, c'est dur, hein, ça. C'est des valeurs artisanales, la qualité. C'est difficile d'industrialiser l'artisanat. Toi, t'en penses quoi d'être vraiment hardcore en mode work? T'es plutôt de la team genre work hard, chaque minute de la journée doit être passée au travail, ou plus en mode si je me repose, je vais pouvoir prendre de meilleures décisions, et donc au final, c'est travailler intelligemment le plus important. Moi, je me rappelle le tout départ sur le lancement de mon business. Tu sais, forcément, au début, tu as beaucoup d'incertitudes et beaucoup de peur liées au fait ça commence à marcher, mais je sais pas si ça va durer. Et en fait, j'ai trouvé énormément de réconfort dans le fait de travailler. Et du coup, en fait, cette peur et cette appréhension, ça m'a poussé à, je pense, maximiser mon potentiel et à me réfugier là-dedans et à travailler de la première seconde à la dernière seconde de la journée pour être sûr que je laisse aucun jeton sur la table, en fait. Et que si j'échoue, mais que j'ai travaillé au plus que je pouvais pas m'en vouloir. Je pouvais pas m'en vouloir. Et en fait, à partir du moment où la douleur de l'échec est supérieure à la douleur de travailler chaque seconde de la journée, ton mode par défaut, ça devient de travailler. C'est comme ça, en fait, que tu peux t'extraire de la norme. C'est ça, comme tu dis, le problème, c'est qu'au final, la population mondiale, elle grandit tous les jours. Ouais. Le nombre d'entrepreneurs grandit tous les jours. Donc, tu as forcément quelqu'un dans le monde qui te fait concurrence. Au moins une personne, voire des dizaines, voire des centaines, voire des milliers. Donc, à un moment, si tu veux être meilleur, évidemment que derrière, il faut prendre les bonnes décisions, mais il faut se former, il faut être alerte sur toutes les dernières innovations. J'ai mon fils qui me disait il y a 2 jours, mais papa, je comprends pas ta productivité, en fait. Il me dit, tu me parles sur tous les sujets. Je dis, oui, mais parce qu'en fait, j'apprends toujours. Je me lève, j'apprends, je mets mon casque, je vais écouter les actualités, je vais écouter des livres, je vais tout écouter, en fait. Je veux rien laisser passer. Je vais regarder la presse. Dès que j'arrive à l'aéroport, tac, je prends les Échos, je prends le Wall Street Journal, dès que je peux, j'apprends un maximum de trucs. Voilà. Et en même temps, c'est un mode boulot, mais au final, je suis arrivé à créer l'environnement. Même mes enfants, ils ont toujours eu l'habitude de me voir bosser. Du coup, les 3, ils ne peuvent pas s'imaginer ne pas bosser, en fait. Et même quand on prenait quelques jours, ou même quand aujourd'hui on va prendre quelques jours de vacances, en fait, ils vont me voir bosser. Donc pour eux, le fait de bosser, c'est pas vraiment bosser, en fait. Ou à la limite, ils vont finir leur cours et ils vont regarder, ils vont apprendre sur des podcasts, ils vont apprendre des trucs. Donc pour eux, le fait d'apprendre et d'évoluer, parce que pour moi, le plus important dans ma vie, c'est pas l'argent, c'est pas la propriété. C'est le fait d'être meilleur aujourd'hui que ce que j'étais hier. C'est le seul truc qui me drive, que ce soit dans le sport ou dans le business, et me dire je vais plus loin. Et surtout à la fin, ce que tu as dit, je suis complètement raccord avec toi, c'est le fait de se dire si j'échoue, j'ai tout donné. Alors il y a quand même, moi j'ai remarqué, il y a quand même des dérives à ça parce que j'ai eu ce style de vie très très extrême pendant plusieurs mois.
Et il y a un moment donné, en fait, où je me suis coupé complètement de toute relation sociale. J'avais plus du tout d'équilibre. Et on en parlait dans un podcast avec un autre entrepreneur qui disait que pour lui, c'était important d'avoir différents piliers et que s'il manquait un de ces piliers, ça allait avoir des répercussions sur la santé mentale et physique. Et moi, j'ai eu cette conséquence-là, puisque pendant une période, en fait, je faisais des insomnies la nuit, je comprenais pas pourquoi. J'avais des troubles de l'alimentation, donc je mangeais énormément, je comprenais pas pourquoi la nuit. J'ai pris du poids, tu vois. Je me reconnaissais pas, en fait. Et je pense que il faut arriver aussi à trouver l'équilibre entre travailler très très dur pour maximiser son potentiel sans pour autant s'auto-détruire, en fait. Parce qu'il y a un moment, j'étais rentré dans cette phase-là. Et c'est comme ça, en fait, c'est après cette phase-là que je me suis mis à déléguer petit à petit, à recruter. Parce que tu étais seul. Parce que j'étais seul au tout départ. J'étais complètement seul. Et là, en fait, j'ai une perspective, je pense, un peu différente aujourd'hui, où j'évalue la force de travail en pourcentage. Et je pense que j'ai une trentaine de personnes qui travaillent avec moi aujourd'hui. Et je me dis, si moi, je rajoute 2, 3, 4 heures de travail par jour sur le volume horaire total des personnes qui travaillent pour moi, est-ce que ça va faire bouger ce pourcentage beaucoup ou pas? Quand j'étais seul au départ, oui. Les 2, 3, 4 heures de plus, elles allaient avoir un impact énorme sur la charge de travail totale que l'entreprise allait fournir. Aujourd'hui, plus tant. Et donc, étant donné que les effets de levier les plus importants que je vais pouvoir avoir, ça va être sur la prise de décision que je vais avoir, ma responsabilité, c'est d'avoir une clarté mentale en prenant soin de ma santé physique, de ma santé mentale, pour pas que j'envoie tout le monde dans le décor. Donc, ma perspective, elle a un peu évolué, mais au départ, j'ai trouvé beaucoup de réconfort dans le fait de travailler dur. Toi, Yomi, c'est quoi ta Je suis d'accord avec toi. Et moi, je pense que au-delà de ça, vraiment, la clé, c'est de réussir à faire en sorte que le travail ne soit pas ressenti comme le travail. Et c'est là où tu gagnes. Je sais pas si c'est dans la Bible ou c'est quelle histoire qui parle du fait que tu as un fruit ultra bon là et que quand tu le manges, après, tu n'as plus... toutes les autres nourritures ont plus aucun goût. Le même goût? Je sais pas, je vais regarder sur le Je sais pas. En tout cas, j'avais entendu une histoire justement où je crois que c'est dans la Bible où en fait il y a un fruit qui est extrêmement bon et le protagoniste, en gros, on lui dit de pas manger le fruit, mais au bout d'un moment il est tenté, il mange le fruit il est incroyable, mais dès le moment où il a mangé ce fruit-là, en fait, toutes les autres nourritures elles ont plus aucun goût, elles ont le goût de cendre, etc. Parce qu'il avait goûté à un truc tellement bon que du coup, par rapport à ça, en fait, n'importe quelle nourriture ne faisait plus le poids. Et c'est le cas aussi avec la drogue, par exemple. En fait, les drogués, ils vont prendre une drogue. On dit souvent que oui, la drogue, c'est pas bon, etc. Mais en fait, le problème, c'est pas ça. C'est que la drogue, c'est extrêmement bon. En fait, ça va te faire sécréter énormément de dopamine, d'hormones du bonheur dans ton cerveau. En fait, donc les drogués, ce qui se passe, c'est qu'ils prennent une drogue, ils se sentent extrêmement bien, mais ensuite, tout le reste de leur vie est fade et ils peuvent plus ressentir le moindre bonheur en mangeant quelque chose, en parlant à un pote, en travaillant. Et donc la seule source de bonheur qu'ils ont dans leur vie, c'est du coup reprendre la drogue. Et c'est là où ils rentrent dans une phase qui est vraiment mauvaise. Et en fait, on le comprend avec les extrêmes quand on parle de drogue, mais on le comprend moins avec des plus petits trucs. Typiquement les réseaux sociaux. C'est pas aussi extrême que prendre de la cocaïne ou de l'héroïne, mais ça te fournit de la dopamine, un shoot de bonheur, de stimulation qui est très élevé. Et donc, quand ton corps, ton cerveau a la possibilité d'avoir cette dopamine avec les réseaux sociaux et que à côté de ça, tu dois travailler, lire un livre, faire des calls, je sais pas quoi, en fait, t'as pas du tout envie de le faire. Et donc, soit t'es ultra discipliné et tu te dis, bon, ok, j'utilise les réseaux sociaux, je mange des trucs super sucrés, je bois de l'alcool le week-end, etc. Et ensuite, j'ai la hargne, je vais quand même travailler, je me force, etc. Ça peut marcher à un moment. Mais en fait, si t'es constamment en train de te forcer de travailler sur ton business alors que t'as pas du tout envie de travailler sur ton business, au bout d'un moment, t'as ce genre de truc, tu vois, t'en peux plus, t'es mort, t'as plus les idées claires, etc. Et donc, moi, en fait, ce qui a vraiment changé ma vie, c'est de me dire, au lieu de faire preuve de discipline, parce que c'était un petit peu mon moteur que j'avais depuis que je suis gamin. Moi, c'est genre, si c'est dur, je le fais quand même, je m'en fous, etc. J'ai réussi à rendre mon travail kiffant. Et donc, vu que j'ai supprimé les réseaux sociaux, vu que j'ai supprimé le fait de boire de l'alcool, de faire des trucs qui sont ultra stimulants, etc. Et que dans ma vie, en fait, quand je me réveille le matin, j'ai plus que le choix entre soit travailler, soit rien faire, soit lire un livre, et en fait, mon cerveau
a envie de faire ça, en fait. Il se dit, putain, mais lire un livre, c'est trop stylé. Travailler, répondre à des mails, mais c'est ultra stimulant. Parce que à côté, j'ai bloqué sur mon téléphone. Je peux pas sortir TikTok. Je n'utilise plus TikTok, j'utilise plus Instagram. J'ai plus toutes ces stimulations. Et en fait, je kiffe ce que je fais. Et ça, c'est le hack. Parce que tu kiffes ce que tu fais, tu travailles plus que tout le monde et tu te sens bien sur le long terme. Moi, je pense que les pics de dopamine vont être encore plus hauts et les creux de dopamine vont être encore plus bas. Putain, l'enfer. Tu sais, la dopamine, ça fonctionne comme ça. C'est comme une piscine à vagues. Une piscine à vagues, tu as le niveau de base, le niveau de départ. On a tous un niveau de base. Et puis, en fonction de la grosseur de la vague, tu vas avoir une explosion qui est plus ou moins forte derrière. Et au plus la vague sera importante, au plus la piscine va se vider et ton niveau de base de dopamine va diminuer. Et au contraire, au plus la vague sera faible, au plus ton niveau de base de dopamine sera constant au cours du temps. Et là, en l'occurrence, je pense que comme image. t'as bien réussi à visualiser. Ouais. Je sais pas si je l'ai bien expliqué. Tu as vachement bien expliqué. Ok. Et du coup, au plus on va arriver vers des activités qui sont intenses en dopamine, au plus notre piscine va perdre en niveau. Et je pense que l'IA, ça va contribuer à ça, c'est-à-dire qu'on va optimiser les plaisirs, et les pics vont être de plus en plus intenses, et les creux aussi derrière vont être de plus en plus intenses. Et en fait, ce qui se passe avec la dopamine, parce que j'ai fait beaucoup de recherches, c'est que quand tu rétablis ton creux, tu reviens pas à ton niveau de base qui était initial. Tu reviens toujours un petit peu plus bas, et du coup, si tu enchaînes les pics et les creux, en fait, ton niveau de base, il diminue petit à petit, ce qui fait que juste pour te sentir normal, et c'est le phénomène d'addiction, juste pour te sentir normal, tu as besoin d'avoir un pic pour revenir à un niveau élevé. Et du coup, en fait, tu es juste dans la souffrance et dans le manque constamment, et tu n'es plus du tout dans le plaisir. Et le risque, c'est que l'IA nous amène petit à petit. C'est tellement vrai ce que tu dis. Je l'ai remarqué. J'en ai parlé sur ma chaîne YouTube, donc maintenant je peux en parler ouvertement. J'en ai encore jamais parlé, mais l'année passée, donc l'année 2022, j'ai eu des problèmes de santé qui m'ont poussé à avoir d'anxiété très élevée et de la dépression aussi très forte. Et quand tu es en dépression, du coup, ton niveau de dopamine, de sérotonine, tous ces neurotransmetteurs qui t'aident à te sentir normal, s'écroulent. Et quand j'étais dans cet état, c'est la première fois de ma vie que j'ai compris pourquoi les gens étaient alcooliques. Où j'avais envie de boire de l'alcool genre toute la journée pour me sentir mieux, etc. Alors qu'avant ça, je me suis toujours dit, mais pourquoi comment tu peux être alcoolique, tu vois? Genre, oui, tu peux boire pour t'amuser, etc. C'est cool, mais pourquoi je voyais vraiment pas l'intérêt de boire une bière à 14h si t'es pas avec des amis ou quoi. Et là, tu le comprends. Parce que tu as envie, ton cerveau, en fait, est à un niveau de dopamine, de sérotonine qui est en dessous de la normale et il va chercher tous les moyens possibles pour pouvoir remonter, même si c'est stupide. Parce que typiquement l'alcool ou pour certaines personnes des drogues, ça te fait remonter, mais ça vide encore plus la piscine. 100%. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que quand tu désires quelque chose, tu vas avoir un premier pic de plaisir, et puis très rapidement, en fait, ce pic de plaisir, il va partir sous ton niveau de base, et tu vas plus avoir le désir de faire quelque chose, mais tu vas juste ressentir la souffrance de ne pas avoir la chose que tu désirais au préalable. Et du coup, petit à petit, en fait, la notion de désir s'en va et tu es uniquement dans la souffrance. Et il y a une différence qui est faite entre le plaisir que tu ressens à désirer la chose et le plaisir que tu ressens à l'expériencer en temps réel. C'est-à-dire que, imaginons, tu as envie de boire de l'alcool. Premier pic de dopamine, c'est le désir. Tu vas en dessous de ton niveau de base et là, tu n'es plus dans le désir d'en vouloir, mais tu es dans le manque de ne pas en avoir. Du coup, tu souffres. Quelques minutes après, tu vas te chercher une bière, tu prends ta bière et là, deuxième pic de dopamine. La différence qu'il y a entre le premier pic et le deuxième pic, ça va renforcer le comportement. C'est-à-dire que si ton premier pic est plus élevé si ton deuxième pic est plus élevé que le premier, tu vas avoir une expérience qui est considérée comme positive et du coup, ça va renforcer ton comportement au fur et à mesure du temps et c'est comme ça que petit à petit, les addictions se créent. Par exemple, la cocaïne, ça augmente ton niveau de dopamine de manière concrète et physiologique beaucoup plus que le désir que tu en as, même si le désir est déjà très fort. Et du coup, au fur et à mesure du temps, tu deviens vachement addict. Moi, en vrai, je suis pas anti-vax ou ces trucs, hein, mais moi, et mes potes, depuis qu'on s'est vacciné, on a tous des problèmes de santé. Et je connais pas mal de personnes qui ont un peu le même truc. Et si tu regardes,
les stats, genre l'anxiété, la dépression, les problèmes de santé, et du coup l'intérêt pour ce genre de trucs depuis... Après, peut-être c'est le vax, peut-être c'est le corona aussi. Hein. Parce que moi, mon père, par exemple, il a eu le corona ultra fort, et il a des séquelles à vie, je pense, à cause de ça. Donc, est-ce que c'est le corona, est-ce que c'est le vax? On ne sait pas, mais en tout cas, il y a énormément de personnes dans mon entourage, et moi-même personnellement, leur santé s'est clairement dégradée depuis 2020. C'est quoi, santé physique ou mentale ou Les deux. Les deux. Et toi, tu dis que aussi? Ouais. Mais sous quel facteur, par exemple? Moi, j'ai eu des gros problèmes de santé il y a un an. Ah oui, et demi. tu m'avais dit. Ouais. mais- Avec, de base, c'était lié à la parathyroïde. Ok. Mais j'ai l'impression que c'était qu'une partie du problème. Genre, j'ai toujours un peu là. Mais c'est quoi? Fatigue? Ouais, fatigue, ma mémoire, elle est plus aussi bonne qu'avant, brain fog. Comment tu l'as senti, ça? La mémoire? Bah, la mémoire, là, maintenant, ça va. Là, je suis presque redevenu comme avant, mais quand je l'avais fort, j'oubliais tout. Je regardais une vidéo, je pouvais re-regarder la même vidéo en boucle. Ok. C'était hardcore. Ah, c'était horrible. J'oubliais je reconnais aucun prénom. Mais c'était plus mémoire ou attention, tu penses? Mémoire. Et ça c'est une obsession que j'ai depuis longtemps. C'est l'efficience, tu vois, le Pareto, le 80-20, etc. Et en fait, je le pousse à l'extrême. Moi, vraiment, je pense, 30% de mon énergie mentale va dans le. Est-ce que je fais la bonne chose avec la bonne intensité? Et en fait, j'ai cette obsession-là. Et je me suis rappelé pourquoi j'avais cette obsession-là il y a une semaine. Parce qu'en fait, tu sais, beaucoup de gens pensent en temps passé. Genre, j'ai travaillé X temps sur ça, etc. Et ils essaient d'optimiser l'efficience de leur temps. Mais en fait, c'est faux. C'est même pas le temps. C'est l'énergie mentale. Et c'est encore plus hardcore. Parce que le temps, tu vois, tu te dis, au pire, je peux travailler plus, je peux travailler 12 heures par jour, je rattrape, Mais en fait, non. Par jour, tu as X d'énergie mentale. Et en fait, l'énergie mentale que tu gaspilles, tu la récupères pas. Enfin, que tu dors. Mais en fait, dans ta vie, il faut même. Tu penses à ta vie. Dans ta vie, tu as une source limitée d'énergie mentale. Bah, figure-toi que c'est même chimique. Ouais. Dans le cerveau, tu te lèves le matin avec une certaine quantité de capacité à prendre des décisions. À 100%. Et chaque décision que tu prends impacte cette hormone. Et à la fin de la journée, elle est épuisée. C'est dead. Et quand tu te rends compte de ça, il faut faire gaffe. Prendre des décisions majeures le soir, il faut être timbré. Et bah, de ouf. Et tu sais quelle est en fait la différence. Les pires conneries que j'ai fait de ma vie, c'est comme ça. La différence entre toi, moi, n'importe qui nous regarde et la personne la plus successful qui existe, c'est juste qu'elle a mieux utilisé son énergie mentale. C'est tout. Ouais, je suis d'accord. Donc en fait, si tu dois optimiser une chose dans ta vie, c'est comment tu dépenses ton énergie mentale. Beaucoup de gens qui écoutent ce podcast prennent les choses trop littéralement. Les choses prennent du temps. Quand par exemple tu dis ce qui fait la différence dans le succès, c'est la gestion de l'énergie mentale. Et il ne faut pas comprendre qu'il y a une technique ultime de gestion de l'énergie mentale. Il faut comprendre que dans un cycle de quelques années, petit à petit, tu vas améliorer l'utilisation de ton énergie mentale. Et parce que tu en as conscience, tu vas incrémentalement faire des progrès. Mais je ne sais pas ce qu'ils ont, cette génération-là, à croire. La solution, la réponse, le truc. Non, vas-y. Donne. Demande des complexes. Donne du temps au temps, quoi. Mais tu sais, si on veut pousser l'analogie, on peut même aller plus loin. Tu sais ce que c'est l'argent? Ouais, c'est quoi l'argent? C'est juste une manière d'échanger ton énergie mentale contre l'énergie mentale de quelqu'un d'autre. Ah ouais, mais alors ça c'est vrai. Hein. C'est ouf, hein. C'est encore plus puissant que le temps. Et donc, en fait, ta capacité à mieux utiliser ton énergie mentale, tu vois, genre, par exemple, quelqu'un qui est riche, en fait, il arrive à faire du x10 sur son énergie mentale, alors que quelqu'un qui gagne un SMIC, il fait du x1. Ouais. 3 personnes sur 4 ont déjà souffert de troubles en lien avec leur travail dans le monde. Est-ce que toi, tu as déjà été dans le dur, Chris? Psychologiquement, ça fait plus de 10 ans que tu es sur YouTube. Est-ce que tu as déjà eu des troubles en lien avec ton travail? Des troubles mentaux? Ouais, genre... Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, là. C'est le ton, la tête... Quoi? Troubles mentaux? Alors, as-tu eu du trouble mentaux? Il n'y a rien qui va là. Genre, trouble mentaux, ce serait par exemple un burn-out ou des trucs comme ça? Ouais. Non. Non, ok. Je
Non, J'adore les noms-sectes. Non, c'est énorme. on me l'a dit quand même pas mal de fois, mais je suis giga stable émotionnellement, donc ça peut arriver d'avoir des petits pics et tout, mais globalement, les trucs qui sont hardcore, je glisse un peu dessus. Bon, bah voilà, en ce moment, il y a une situation compliquée dans la boîte et tout, machin, et bon, bah tant pis, hein. Enfin voilà. Je me dis juste, ça servira le storytelling quand je ferai une grosse vidéo, quoi, tu vois. Donc, bah c'est bien, c'est comme dans un film. S'il y a que des hauts, on se fait chier, quoi. Il faut des moments où tout va péter. Bon, je vais pas provoquer les moments où tout va péter, mais ça fait partie de la vie. T'as déjà fait un burn-out, toi? Jamais. Est-ce que vous croyez dans le burn-out? Bien sûr, il y a des gens à 100%, il y a des gens... Ah oui, bah moi j'en ai dans mon entourage aussi, donc comment faire. Toi, t'y crois pas? Il cherche le débat. Bah ouais. si, moi j'y crois. L'égalité homme-femme, vous y croyez ou pas? sûr d'y croire, là. J'ai pas d'argument pour dire que j'y crois pas. Donc, je peux pas prendre parti. La dépression, t'y crois? Comme une maladie? Ouais. Je pense que c'est une maladie qui peut plus ou moins être influencée par l'environnement dans lequel tu es. C'est pas quelque chose... C'est en partie génétique, mais c'est plus conditionné, selon moi, par ton environnement. Donc tu peux le contrôler... Il y a quand même des gens qui ont des... Enfin, la dépression chimique, c'est un vrai truc, quand même. Tu sais qu'apparemment pas. Enfin, en tout cas, l'hypothèse de l'imbalance chimique est fortement remise en question. Enfin, moi j'y crois à 100%. Hein, mais en tout cas, il y a eu longtemps, justement, une théorie qui disait que voilà, c'était une imbalance chimique. Et en fait, là, il y a des études qui sont sorties qui remettent en doute cette théorie. Ce qui est surprenant quand on regarde les études, c'est que les taux d'anxiété et de dépression sont en forte augmentation, surtout dans les pays les plus développés. Donc ça prouve bien qu'il y a un lien de cause à effet entre l'environnement dans lequel on est et la santé mentale, tu vois. C'est pas uniquement génétique, sinon les taux seraient plus ou moins constants sur une échelle historique. Donc j'y crois, mais c'est comme le ADHD, c'est un truc c'est vachement influencé par l'environnement, tu vois. Après, ça veut pas dire que du coup que c'est en lien forcément avec comment tu penses ou tes efforts, etc. Tu vois. Parce que c'est surtout ça le parallèle que les gens font, c'est de dire la dépression entre guillemets c'est ta faute, genre tu peux régler ta dépression, ou la dépression c'est un truc qui t'arrive et sur lequel t'as pas vraiment le contrôle, tu vois. C'est souvent là où il y a des débats. Il y a des gens qui disent que la dépression, elle est due à des mauvais choix de vie, au fait de pas vouloir faire des efforts, au fait de pas maîtriser ses pensées, etc. Et il y a d'autres personnes qui disent les dépressions, en fait, tu es 100%, enfin, tu es en tout cas en grande partie pas du tout en contrôle de ça et tu le subis, en fait. Et avec même toute la bonne volonté du monde, ben, tu peux quand même être affecté par ça. C'est fort probable que les deux soient vrais. Hein. Ouais, je pense il y a des cas de figure où c'est l'un et d'autres où c'est l'autre. Ouais. Mais je pense qu'il y a énormément de maladies, tout type de maladies, hein, pas que mentales, qui sont vachement induites par notre environnement. Tu vois, maladie chronique, diabète, obésité, toutes ces choses-là, c'est vachement induit par l'environnement dans lequel on est, plus que par notre génétique. Je pense que j'ai été très influencé par ce que je vous avais expliqué il y a quelques mois. Il y a une relation clairement établie entre le niveau de plaisir et l'instantanéité du plaisir qu'on va ressentir et le niveau de souffrance. C'est comme un pendule en fait qui s'équilibre automatiquement. Et au plus on va aller sur un plaisir qui est instantané et intense, au plus derrière on va avoir un crash et un niveau de souffrance qui sera proportionnel. Par exemple, quelqu'un qui prend un shoot de cocaïne, il va avoir un high de plaisir qui sera hyper intense en fait, et hyper aigu. Sur la dopamine, alors qu'il y a une autre hormone qui s'appelle la sérotonine dans la vie, et donc tu l'oublies complètement. Et c'est là où ton analyse elle est foirée. Et encore, ton truc de dopamine et de sérotonine, etc., on simplifie, c'est de la bro science. Mais là, en gros, tu regardes juste le reward system. Mais tu oublies complètement qu'il y a une autre hormone, typiquement, qui est la sérotonine, qui est justement cette hormone de paix intérieure. Et tu peux avoir des activités qui libèrent de la dopamine, mais qui vont aussi... exactement. Donc, typiquement, il y a des études qui ont été faites. Faire l'amour. Tu fais l'amour avec une personne que t'aimes sans être dans l'abus, tu te sens mieux les jours qui suivent, t'as plus d'énergie les jours qui suivent, donc c'est positif. Et toi, dans ton schéma de pensée, il y a que positif-négatif et il y a tout qui se balance. Alors que t'as des activités que tu vas kiffer faire et qui vont te rendre plus heureux et qui vont t'aider sur le long terme. Et je pense que c'est là où elle est rare. J'ai pas fait autant de recherches sur l'ocytocine pour me prononcer sur le fonctionnement, mais ouais, c'est une perspective qui est intéressante. Étant donné que tu as fait tellement de recherches sur la dopamine, peut-être qu'il cherche la sérotonine et l'oxytocine. Je sais pas si les deux sont pas liés, honnêtement. Hein. Peu importe, découvre-le, moi je connais rien ces trucs-là. Mais étant donné que c'est ton... ce que je veux dire par là, c'est qu'étant donné que tu t'es créé un système mental autour d'une info, c'est con de pas avoir toutes les infos. Et même la dopamine, enfin ton truc de piscine et tout, c'est bien, mais c'est semi-scientifique, hein.
Pourquoi? Non, mais il rentre même pas là-dedans. Je sais pas pourquoi tu rentres dans Bah- ce débat. On était en train de l'encourager à ouvrir ses horizons et l'autre. Non, mais pourquoi? Il Non, peut pas, mais il peut pas, les- il raconte n'importe quoi. L'étude du cerveau et des neurotransmetteurs, et c'est des suppositions qu'on fait aujourd'hui. Genre, c'est vraiment des suppositions. On a des indications et on déduit. C'est comme, en fait, c'est comme le mec, c'est comme les historiens. Historiens, tu vois, ils voient un mec qui est mort. À côté de lui, il a une fourchette et ils disent oui, c'était une tradition en Égypte ancienne d'utiliser la fourchette et c'était un signe de noblesse et c'est pour ça qu'on enterre chaque noble avec une fourchette. Mais mec, ça se trouve, c'est même pas une fourchette, c'est un truc pour se gratter le cul. Et tu vois, genre, on sait pas, mec. On déduit des trucs. Donc, on a des points, c'est flou. Et regarde n'importe quel scientifique qui étudie ça et ils te le diront. Hein. Je pense que non, tu peux faire des mesures précises aujourd'hui. Tu mesures des trucs. neurotransmetteurs. Non, Mais de toute façon, le fonctionnement ouais. interne, la causalité, Je pense que, ouais. c'est des interprétations. Je pense que là, le débat épistémologique, c'est un niveau de complexité dont on n'avait pas besoin là maintenant. Donc, Mais changeons parce que. étant donné que tu as ton système de croyance, reste déjà essaie de Non, le non, rendre je suis ouvert, omniscient. mais je suis pas con. Non, non, je mais sais c'est que pas- si vous en êtes là, c'est que j'ai beaucoup de choses à apprendre de vous. Mais non, donc, mais c'est même pas. je Arrête vais avec ça, écouter. c'est même pas un truc d'apprendre de quoi que ce soit. Je te dis juste, oublie-nous, on n'existe pas. ouais. Et pars de toi, tu t'es fait un immense trip, t'es hyper impressionnant à savoir plein de choses sur la dopamine. Bah, si tu. recherche tout. Si ta grille de lecture du monde, c'est les hormones, bah, apprends tout sur toutes les hormones. Parce que sinon, Mhm. c'est une grille de C'est lecture biaisé, que t'as rendu handicapant toi-même, en fait. Et après, un jour, de toute façon, la devise, c'est que rien n'est vrai, tout est permis. Donc, c'est. Sans permission. C'est ça. Tu fais comment pour gérer le stress, toi? J'en ressens rarement, donc quand j'en ressens, je respire. Mais, Tu overthink, toi, ou pas? Comment? Tu Non, overthink? je overthink jamais, non. Ah ouais? J'ai une très très grande clarté mentale, ouais. Non, mais vraiment, je vois bien. Je vous ai raconté, je crois, la blague avec le film là, Inside Out. Ouais. Ça m'a trop choqué. Mais t'as jamais des pensées que t'arrives pas à contrôler, genre un truc, par exemple, t'as un problème et donc t'as ce problème qui va revenir dans ta tête plusieurs fois, etc., sans que tu puisses. Non. Ah, jamais. Non. T'as pas des pensées que t'as plusieurs fois les mêmes. Non, vraiment, c'est. Si tu voyais comment ça. Ma tête, c'est vraiment. Par exemple, pour moi, être stressé, ça veut dire essayer d'accélérer la vitesse à laquelle je pense pour faire quelque chose rapidement. Mhm. Parce qu'il y a un enjeu. Il y a un enjeu de danger ou de temps. Et Ouais. c'est ça pour moi le stress. C'est pas. Quand je vois autour de moi des gens qui stressent et qui overwhelm à cause du stress et qui sont incapables d'agir, de décider ou de trancher, je sais pas ce qui se passe dans leur tête. Et ça m'a toujours. C'était un très grand problème dans ma vie, moi, c'est de. Comme je n'arrive pas à comprendre ce qui leur arrive, j'ai beaucoup de mal à gérer le stress des gens. Mm. Parce que je sais pas quoi faire, en fait. J'ai envie de les secouer pour essayer de remettre le truc en place, quoi. Genre, par exemple, là, si, imagine, tu dois prendre le Uber pour rentrer chez toi. Ouais. Et on t'enlève ton téléphone. Ouais. Tu vas passer tout le trajet en Uber à penser à des trucs, ou est-ce que tu vas avoir genre une partie du trajet où juste tu regardes par la fenêtre et il y a rien dans ta tête? Non, je peux être très contemplatif, ouais. Ah ouais? Ouais, très facilement, ouais. D'ailleurs, je le suis assez. J'ai un grand monde intérieur, en fait. Donc, même pas des pensées, je sais pas, je vais être dans mes mondes. Non, mais du coup, tu penses là, t'es. Oui, mais en fait, j'ai du mal à comprendre ton idée de ne pas penser. Tu vois, Ouais, mais donc ça t'arrive de ne pas penser? Je crois pas. Dans ce sens-là, non, je crois pas. Oui, parce que du coup, là, Mais pour moi, être contemplatif, c'est assez actif, en fait. ouais, donc tu penses en même temps. Mais Ouais. quand tu regardes, genre par exemple, tu regardes par la fenêtre, tu vas réfléchir à ce que tu vois ou tu vas juste voir? Je vais réfléchir à ce que je vois. Ouais. 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 Bah, mais la méditation, justement, c'est réussir à. pas. Ouais. Peut-être. En Ouais. quelque sorte, C'est- non? Je dirais qu'il y a t'as différentes, Type. Ouais. t'as différentes manières de Ouais. faire l'expérience de la pleine conscience. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que interrompre la pensée en force, ce n'est clairement pas méditer parce qu'il y a encore une volonté de force. Mais d'où par la force? Du jeu. C'est plutôt d'intégrer la pensée dans ce qui est expérimenté, mais sans s'identifier à cette pensée. Mm. C'est-à-dire qu'elle fait partie de ce qui est perçu par Ouais. le corps,
comme les pensées, les couleurs, le paysage, les sons. La pensée fait partie de ce qui est perçu. Mais j'ai une conscience profonde que je ne suis pas cette pensée plus que les sons qui se manifestent ou le paysage. Mais je peux utiliser la pensée lorsque j'en ai besoin. Mais c'est un vrai sujet de comprendre que ce qui se passe dans ta tête n'est pas ce qui se passe dans les autres. J'aimerais tellement qu'il y ait un truc où tu peux toucher quelqu'un et lui montrer qu'est-ce que tu vois et ce que tu ressens. Parce qu'à mon avis, ça doit être... Dans certains états, ça peut se passer, ça. Fais-moi rêver. Vraiment ? En fait, justement, c'est sur ça que, notamment, les guérisseurs, au sens le plus ancestral et authentique du terme, utilisent, c'est... En fait, quand tu crées suffisamment d'espace en toi et que tu développes suffisamment de sensibilité, au sens aiguiser tes sens, la conscience lie les sens, et suffisamment de sensitivité aussi dans ta manière de ressentir, mettre les mains sur quelqu'un, regarder véritablement quelqu'un sans être « je suis en train de le regarder », mais juste regarder, juste la personne. Tu peux voir énormément de choses. Et les véritables thérapeutes qui sont suffisamment clairs avec leur système, leurs émotions et leur esprit ont la capacité de voir profondément chez les autres. Et ce n'est pas des dons au sens surnaturel. C'est juste que le système est bien équilibré, que la conscience est bien calibrée, que donc tu peux capter des choses. Et après, il y a aussi des choses qui passent d'un corps à l'autre. Des échanges qu'on appellera plus subtils d'énergie vitale. On peut appeler ça le chi, on peut appeler ça le prana. Dans le système et la compréhension du système énergétique, on a des auras. Là, à la distance où nous sommes dans le monde de l'autre. L'aura, déjà, les couches, ça s'étend au moins jusqu'à la main. Donc là, on est tous les quatre intriqués parce qu'on est tous les quatre dans notre aura, dans l'aura des uns des autres. Donc, au niveau du contrôle de ce qui est échangé au niveau énergétique, c'est beaucoup moins... on le contrôle beaucoup moins parce qu'on n'a pas une distance suffisante. Il n'y a pas de problème. Parce qu'on est dans des intentions, dans de la bienveillance. Mais ça aussi, il faut le savoir. Tu ressens quoi, là, de l'aura de Oussama ? Tout va bien. On est bien. On mélange nos auras, tout va bien. Et toi, Eric, du coup, t'as vécu des moments un peu stressants dans le business ou sur YouTube que t'as dû surmonter ? T'as pas eu de polémique ? Non, j'ai pas eu de polémique. Bon, après, quand tu vas voir, ça va commencer. Quand tu fais du sport, je me suis toujours dit qu'un jour, ça viendrait et que quelque part, ça... C'est un rite de passage, ouais. Ça serait enrichissant d'une certaine manière, j'imagine. Alors, j'ai pas du tout envie de le provoquer ou quoi, mais je me dis, quand même, on n'a pas envie d'un long fleuve tranquille non plus. Les trucs les plus stressants, c'était une fois, on était un peu jeunes et naïfs avec mon associé dans la boîte. Et on a reçu des menaces, des menaces de poursuites judiciaires pour un de nos produits, comme quoi on les aurait copiés sur leur modèle. Parce qu'eux, ils avaient breveté, en fait, leur modèle de barre parallèle. Le truc, c'est que, en fait, tu peux pas breveter quelque chose pour sa fonction. Et littéralement, leur truc n'était basé que sur la fonction. Et donc, à un moment donné, si je veux vendre une chaise, il faut que... T'as pas le droit de breveter la chaise, tu vois. Et nous, on savait pas. Ils nous ont envoyé un vieux email qui était info@ le nom de la marque, machin. Et tout en bas, c'était écrit... la signature, c'était Legal Team ou je sais pas quoi. Mais c'était juste du bluff. Et nous, on a répondu avec un avocat. On s'est dit, oh putain, mon associé a pété un plomb. Il m'appelle, j'étais à la salle en train de montrer. Vas-y, on se fait. C'est quoi ce bordel ? On a cherché les meilleurs avocats de Paris en propriété intellectuelle. Bref, on leur a renvoyé un truc overkill qui nous a coûté 2500 balles. Et en fait, c'était du vent. C'était du vent. Mais pour moi, j'ai appris aussi. Parce que moi, j'ai quand même eu la chance de grandir dans un environnement qui était quand même favorisé. J'ai pas eu de grosses trahisons, de traumas dans ma famille, de choses comme ça. Et j'ai grandi un peu en me disant, le monde, il est beau, il est gentil. Les gens, ils sont sûrement passionnés comme moi. Donc, personne ne fait de coup de pute si tout le monde est passionné. En fait. Les gens sont gentils. Moi, j'ai toujours parti du principe que l'être humain est gentil versus je me méfie qu'il va me mettre un coup de pute. Si ça se trouve, en fait, la Suisse, c'est le pays où tous les mecs qui ont gagné le score karma, ils ont le droit de se réincarner. Tu penses que c'est ça ? C'est un bon spawn spot, quoi. Ouais. Ouais, je vais pas mentir, j'ai l'impression que c'est bien. Sans permission. Sans permission. Avec Yomi Osama-san. Sans permission.